Le CLD d'Abitibi-Ouest a connu un bilan très positif pour 2010 et 2011 va très bien également. Alors, pour nous parler de ce bilan et des projets futurs, je reçois le directeur général du CLD d'Abitibi-Ouest, M. Jean Séguin. M. Séguin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Séguin. Il y a une chose, et ce n'est pas un reproche et loin de là, sauf que moi, j'aimerais qu'on fasse quelques émissions cette année avec le CLD, parce que, il me semble, on en entend parler beaucoup du CLD. Le CLD dans une place comme chez nous, en Abitibi-Ouest, est d'une extrême importance. Il a un rôle primordial à jouer. Alors là, on va en parler, puis j'aimerais ça aussi un jour prochain, on revienne, parce qu'il y a tellement de développement dans le CLD, puis parce qu'on parle on va en parler aussi tantôt, là, on parle de création d'emplois et de maintien d'emplois. Ça, c'est excessivement important parce que quand on parle du domaine forestier qui reprend vie un peu, domaine minier qui va très bien, vous avez eu à jouer des rôles très importants pour maintenir et créer des emplois. 2010, on a vu le bilan. 2010 a été une très, très, très bonne année. Expliquez-nous un peu c'est quoi, en gros, 2010, ce qu'a été 2010 pour le CLD? Bien, en fin de compte, 2010, pour le CLD d'Abitibi-Ouest, il s'est beaucoup concentré à maintenir, comme vous l'avez mentionné, les emplois existants et aussi à adapter les programmes d'investissement qu'on a afin de faciliter la relève des entreprises sur notre territoire. C'est une problématique qui devient de plus en plus importante. Oui, exactement. Puis, comme on le disait si bien, le CLD a un rôle très important. Le rôle du CLD, créer ou maintenir 200 emplois directs, si on parle toujours là, de 2010. Là. Maintenir et créer dans une population comme chez nous, en Abitibi-Ouest, où on a vu la fermeture de scieries, entre autres, à Tachereau. On a eu des commerces qui ont fermé. Le domaine forestier, on l'a dit, était à son plus bas niveau. Le domaine minier, heureusement, est venu sauver un peu l'Abitibi, en particulier l'Abitibi-Ouest. C'est important chez nous de créer et de maintenir. Moi, créer de l'emploi, c'est beau, là. C'est ça, là, j'ai rien contre ça, mais c'est beau créer, mais il faut les maintenir. Je pense que c'est votre rôle. Bien, c'est important de les maintenir parce que avec les emplois de plus en plus spécialisés, la formation de la main-d'œuvre est de plus en plus importante et la formation des employés déjà au travail, dans les entreprises, se doivent justement de pouvoir profiter de tout ce qui est possible pour justement maintenir ces entreprises-là à date et compétitives. Okay. Quand on parle, M. Séguin, d'investissement, on parle d'investissement de près de 690 000 autorisés pour générer près de 7 millions. Ça, c'est 10 fois à peu près la mise. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'on parle toujours de Abitibi-Ouest. Effectivement, c'est énormément d'argent. Heureusement, annuellement, bon an, mal an, le CLD d'Abitibi-Ouest, il y a ses différents fonds d'investissement, mais le principal étant le Fonds local d'investissement. Il va d'à peu près 500 à 700, 800 000 d'investissement annuellement, dépendamment là, des projets. Et effectivement, on est très heureux de l'effet de levier que ça a, de faire du 10 pour 1 là, avec ces investissements-là. Et puis même, cet effet de levier-là monte à 13 pour 1 quand on rajoute des partenaires comme les Caisses populaires des Jardins d'Abitibi-Ouest avec le programme Créer Avenir et le programme Soutien travailleurs autonomes d'Emploi Québec que nous gérons. Donc, ces investissements-là montent à pratiquement 9 millions au total. Oui, donc,
Ces argents-là, au tout début, à la création des CLD, c'est un fonds d'à peu près 150 000 qui existait là, à l'époque, là, en 98. Aujourd'hui, le fonds d'investissement est rendu, en 2011, en date d'aujourd'hui, il est rendu à près de 2 900 000 Oh mon Dieu. Donc, ça a fait des petits. Ça veut dire que les investissements qui ont été faits sur notre territoire ont été profitables. Ce fonds-là a augmenté. Puis les administrateurs profitent justement de ces effets de levier-là, puis de l'enrichissement du fonds pour faire en sorte justement que ça soit retourné au niveau des projets dans le milieu. Exactement. Monsieur Séguin, juste pour informer les gens, c'est sûr, mais comment on procède CLD via entreprise privée? Et j'entends par là, une entreprise privée n'est pas à son déclin, mais ça ne va pas bien, trop. Rencontre le CLD, vous rencontre vous et votre équipe pour avoir de l'aide, avoir des conseils. Comment le CLD procède à ce moment-là? Parce que on le disait toujours, là, c'est quand même important. Maintenir l'emploi, ça, moi, j'en reviendrai jamais assez là-dessus, là, le maintien de l'emploi. Alors, une entreprise ne va pas bien, demande des conseils au CLD pour maintenir, même si c'est rien que 7, 8 ou 9 emplois, c'est important. Comment le CLD va procéder pour aider? Le CLD n'arrivera pas, il va faire un jet, il va dire, tiens, regarde, là, ça, c'est pour toi, puis repars, là, c'est pas ça. Là. Non, effectivement. Comment l'étape à suivre? Le CLD a développé une expertise au niveau justement de l'aide aux entreprises via des programmes nationaux, provinciaux qui sont accessibles au territoire, mais aussi développer des programmes adaptés justement aux réalités de notre territoire. Cependant, à l'exercice de ces programmes-là, les conseillers en entreprise ont des expertises différentes, que ce soit, vous l'avez mentionné tantôt, au niveau des domaines des secteurs d'activité, soit au niveau de la forêt, au niveau mines industrielles, ces choses-là, au niveau commercial. Ce qui fait que quelqu'un qui vient rencontrer un conseiller au CLD pour exprimer un besoin ou une problématique, il va s'en suivre une conversation avec le conseiller afin de voir est-ce que le bobo ou la problématique de l'entreprise est bien ciblée, est-ce que c'est dû à autre chose. Un problème de liquidité peut être dû à de mauvais investissements au niveau des immobilisations ou à des inventaires qui ne tournent pas assez vite, ou etc. Donc, on essaie de cerner des problématiques et à partir de ce moment-là, on essaie de trouver des solutions ensemble et on prépare un dossier qui peut avoir besoin simplement d'une aide technique. Des fois, c'est peut-être pas grand-chose. C'est peut-être pas mais grand-chose. Vous autres, vous allez peut-être mettre le doigt sur le bobo que l'entreprise elle-même ne voit pas. Exactement. Des fois, quand on est trop près de l'arbre, là, on ne voit pas la forêt. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est d'aider justement l'entrepreneur à voir la forêt, à voir l'ensemble des activités. Et à partir de là, à partir des différents professionnels qui sont dans le milieu, ça peut être le besoin d'un fiscaliste, le besoin d'un aviseur légal, etc., d'une restructuration. C'est à ce moment-là, on va les référer, mais on va accompagner le promoteur dans cette démarche-là, parce que souvent, c'est des domaines. L'entrepreneur va être entrepreneur, mais ne sera pas nécessairement, ses qualités ne seront pas nécessairement de gestionnaire. Donc, on essaie à ce moment-là de l'amener à utiliser les services de professionnels du milieu qui vont le renforcer où ce qu'il peut avoir une faiblesse au niveau de son entreprise. Et là, s'il le faut, si on a besoin d'un investissement pour renverser une tendance, bien à ce moment-là, avec les chiffres qu'on a montrés tantôt, les effets de levier qu'on fait, c'est que le CLD rarement va intervenir seul au niveau financier. On va s'asseoir avec son institution financière pour voir justement l'apport de notre investissement. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, l'institution financière peut faire pour être aussi facilitante et aider l'entrepreneur justement à effectuer les changements nécessaires pour avoir une meilleure prospérité? Parce que des fois, pas toujours, mais à quelques occasions, ça peut arriver que le bobo, l'entrepreneur le voit énorme, puis vous autres, vous le voyez peut-être beaucoup plus petit. Des fois, c'est pas grand-chose. Effectivement, c'est pas grand-chose. Et comme je vous mentionnais,
d'entrée de jeu. On se concentre depuis un an, même si auparavant c'était existant, mais il y a une forte concentration des efforts en 2010 et pour les prochaines années au niveau de la relève d'entreprise. Alors, ça a beaucoup d'impact au niveau de la relève d'entreprise. Ça demande à l'entrepreneur de faire confiance aussi aux jeunes qui arrivent, des diplômés, avec des nouvelles idées, des nouvelles technologies, des nouvelles connaissances, qui font en sorte qu'à ce moment-là, il faut que ces jeunes-là, cependant, soient initiés aussi à la gestion de l'entreprise. Okay. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un jeune qui va arriver pour dire « je vais acheter » puis devenir propriétaire à 51 de l'entreprise. Il peut commencer à 1 de l'entreprise, mais dans le but de s'initier à la gestion, mais d'apporter des nouvelles idées, des nouveaux concepts et des nouvelles façons de faire. Quand on parle des ajouts, si on ajoute des programmes de partenaires tels que Créavenir, Fonds d'aide aux municipalités monoparentales, ça, c'est excessivement important. On n'a qu'à penser à Tachereau, entre autres, qui est une municipalité mono-industrielle. Soutien au travail autonome d'Emploi Québec. Si on se met tout ça ensemble, plus que ce que nous avons parlé tantôt du 7 millions, c'est là qu'on est rendu à 9 millions. En gros, M. Séguin, ces programmes-là, c'est quoi exactement? OK. Le programme de soutien aux travailleurs autonomes, c'est un programme d'Emploi Québec. Okay. Cependant, étant donné qu'il s'adresse au démarrage d'entreprise, Emploi Québec confie au CLD la gestion de ce programme-là à cause des compétences développées. Okay. Emploi Québec a la compétence de gérer les sous et les conditions de ce programme-là, mais il confie au CLD l'analyse des projets afin de confirmer effectivement si l'entrepreneur pourrait profiter de ce programme-là et de faire les suivis. Parce qu'il est important de mentionner, c'est que ce programme-là exige un suivi de 2 ans. Donc, la personne qui profite du programme, ça lui permet de retirer l'équivalent d'une allocation de chômage. Donc, il n'est pas nécessaire pour lui de retirer les liquidités de son entreprise, de son fonds de roulement pour son salaire. Donc, il bénéficie d'allocations équivalente au chômage. Alors, c'est important, ça lui permet de laisser les liquidités dans l'entreprise lors de son démarrage. De ne pas toucher à ces liquidités-là et de vivre quand même. Effectivement. Et de plus, on suit régulièrement, à tous les mois, l'évolution, voir si l'entrepreneur atteint les objectifs qui étaient fixés au niveau de ses ventes, de ses coûts, du développement de son marché. Et on est apte à ce moment-là d'apporter certains correctifs immédiatement avant qu'il soit trop tard. Alors, ce qui est important de mentionner, c'est le taux de succès au niveau de ce programme-là, au niveau de la durée des entreprises. Ce qui est important, c'est de faire durer les entreprises au-delà de 2 ans, 3 ans de la première année. Alors, ça lui fait passer ce cap-là. Monsieur Séguin, moi, si je vous demandais le rôle de la MRC vis-à-vis le CLD. Depuis 2004, le gouvernement du Québec a confié le développement économique de son territoire à la MRC. Okay. Auparavant, c'était un lien direct entre les CLD et le ministère du Développement économique. Cependant, avec l'adoption de la nouvelle loi en 2004 sur le développement économique, il l'a confié aux élus la responsabilité du développement de leur territoire et il a confié à la MRC l'exercice de construire un CLD, bâtir un CLD, sa composition, etc., et ses mandats à partir de ses réalités de territoire. Ici, dans la MRC d'Abitibi-Ouest, elle a décidé de garder le CLD tel qu'il était depuis 1998, sauf qu'il a fait une modification au niveau de sa composition. Il est très important de comprendre que même si on parle de développement économique, il est important de comprendre que les objectifs politiques d'un territoire doivent être accoquinés aux réalités économiques, ce qui fait que la MRC a compris que plus il y aurait de décideurs politiques sur son conseil d'administration au niveau du CLD, que
les discussions et l'interaction entre le politique et la gestion au niveau du territoire économique était primordiale, ce qui fait qu'à partir depuis 2004, il y a une majorité d'élus municipaux, de maires, qui siègent au conseil d'administration. Exactement. C'est ça qui est... Puis c'est voulu et c'est bien aussi. C'est voulu et c'est bien. Parce que le maire va arriver, lui, il a connaissance de son territoire. Connaissance, exactement. Celui de, je parle de même, là, celui de Nord-Métal, de Macamic, que ce soit celui de Lassar. Chacun arrive, puis moi, c'est ça, c'est ça. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait que le roulement se fait. C'est là que le CLD peut prendre des décisions et des bonnes décisions. Ça leur permet d'être directement connectés avec ce qu'on appelle le plan d'action pour l'économie et l'emploi, ce qu'on appelle exactement. Le PALÉ. Donc, ils ont la possibilité de décider de quelles seront les orientations et les actions qui seront prises afin de les réaliser et de les atteindre. Vous avez un rôle très important également à jouer, M. Séguin, quand je parle de vous, je parle du CLD, dans le tourisme. Parce qu'on sait que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un lieu où il y a beaucoup de touristes. Puis chez nous également, là, Abitibi-Ouest, les autres aussi, on parle de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Malartic, Amos, etc., oui. Mais si on parle de chez nous, le CLD a un rôle très important et le joue bien également parce que le tourisme va bien chez nous. C'est quoi le rôle du CLD dans le tourisme? On sait que Mme Dubé fait un travail fantastique sur ça. Effectivement. Au niveau du CLD, il y a un mandat supplémentaire qui ne vient pas du gouvernement, mais qui vient de la MRC, justement, qui a été confié au CLD de s'occuper de la promotion du développement du tourisme. Donc, en étant plus près des programmes gouvernementaux, il est plus facile pour le CLD d'être informé et au courant des possibilités qu'il y a de faire justement des effets de levier avec des sommes pour développer le tourisme sur notre territoire. C'est évident que il y a une ressource consacrée exclusivement justement au développement touristique et à la promotion, qui est Daniel au bureau. Et cependant, on travaille main dans la main avec l'association touristique régionale parce que ils ont des moyens plus importants, ce qui fait que au niveau de la promotion, lorsqu'on veut atteindre toute la population du Québec et l'extérieur du Québec, c'est sûr que nous, on ne pourrait pas financièrement avoir ces moyens-là. Donc, on travaille énormément avec des partenaires, avec des partenaires et avec des entreprises aussi qui font des effets de levier justement dans nos promotions qui nous permettent d'aller chercher des promotions d'envergure plus importantes et de viser un public au niveau de la province et même à l'extérieur. Monsieur Séguin, merci infiniment. On en sait beaucoup plus sur le CLD, puis on va sûrement se rencontrer aussi au cours de 2012 pour parler d'autres programmes. Alors, le CLD est bien vivant, aide beaucoup d'entreprises. Puis, vous dirigez ça d'une main de maître. Alors, je vous en félicite. Puis, continuez, vous et votre équipe, votre excellent travail. C'est moi qui vous remercie. Merci bien, M. Séguin. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Elle nous revient à nouveau, cette fois-ci pour nous donner les résultats du tirage de l'automobile qui a eu lieu le 16 septembre dernier. Également, elle nous parlera d'autres sujets. Alors, c'est toujours avec grand plaisir que je reçois la dynamique et sympathique directrice générale de la Fondation Dr Jacques Paradis, Mme Suzanne Plourde. Madame Plourde, bonsoir. Bien, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, de mes autres invités aussi, mais seulement que c'est toujours un plaisir que de vous recevoir parce que vous avez toujours des choses à discuter, à dire, mais qui concernent toujours la population et une fondation. Surtout ça, je mets l'accent sur la Fondation beaucoup parce que la Fondation Dr Jacques Paradis, on en a parlé, puis on va continuer à en parler aussi parce qu'elle est d'une importance capitale dans le domaine de la santé. Dans mon intro, je disais que le 16 septembre dernier, M. Léandre Audette, qui est le propriétaire du garage Nicole Auto,
faisait une personne heureuse. Absolument. En compagnie de M. Marco Boucher, qui est le président de la Fondation Dr. Jacques Paradis, c'est ça? Oui. Je ne me trompe pas en disant Non, ça, non? c'est- Et avec vous, Mme Plourde, ce dernier, M. Odette, a fait la pige du billet gagnant d'une superbe auto 2012, je crois. 2011, c'est ça? une Cruze LS 2011. Une Cruze 2011. Alors, moi, je vous laisse aller avec le déroulement de ce tirage-là et nous dire aussi la personne gagnante. Bien sûr. Ça se passait au garage Nicoloto. Oui, absolument. Tout d'abord, j'aimerais remercier encore une fois, on le refera jamais assez, C'est vrai. tous les participants, tous ceux qui ont acheté le billet. La voiture, donc, ça a été un don total de Nicole Auto. Ça, c'est important de le dire. Ça. Oui, on a eu beaucoup de questionnements par après, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'on a fait et tout ça. Je trouve que c'est important Oui, d'en parler. c'est Hein, sûr, disons l'heure juste Oui, et oui, exactement. allons-y. Puis on sait que vous êtes capable de dire l'heure juste également, Mme Claude. Alors voilà, il y a eu 1890 billets qui se sont vendus. OK. Donc, ça a totalisé la somme de 36 780 $ qui vont aller directement aux équipements spécialisés. La gagnante, c'est une personne de Saint-André de Kamouraska. C'est Madame Karine Fortin. Madame Fortin, elle est connue dans la région par quelques personnes. C'est une dame qui est venue faire un stage en éducation spécialisée sur le territoire de l'Abitibi-Ouest. Oui. C'est également c'est un hasard que ça a été comme ça, et c'est également aussi la nièce de M. Paul Fortin, qui est directeur du centre de santé. Oui, puis Donc, oui, puis je suis content que vous le mentionniez. Puis, pour enlever tout tabou ou peu importe quoi, c'est un tirage. Et pour gagner, il faut prendre un billet au moins. Absolument. Alors, voilà. Cette personne-là a acheté un billet et elle est la personne gagnante. Absolument. Mais j'aimerais rajouter aussi Oui, que allez-y. Mme Fortin encourage la Fondation à quelques reprises dans les activités, lorsqu'il y a des billets. Mme Fortin nous encourage, OK. même si elle est loin. On a beaucoup de gens comme ça de l'extérieur. Ben oui, c'est sûr, c'est qui sûr. ont Personne une- de Montréal qui passe ici, qui prend un billet, elle s'en retourne chez elle, elle n'est pas connue du tout, elle peut gagner l'auto. C'est un tirage, tout C'est un simplement. tirage. Voilà. Le but, c'était de ramasser Oui. des sous. Le but de Nicole Auto, c'était de faire bonifier son don Oui. par l'organisation d'un tirage. Donc, Voilà. c'était vraiment ça. Maintenant, le déroulement d'un tirage, c'est pas simple, c'est pas comme un bingo, mais un bingo aussi, c'est quand même régi par la loterie la régie des loteries. Oui. Nous aussi, ce tirage-là, c'était vraiment régi par Donc, ça prenait une licence pour être en loi. Oui. Ça, c'est officiel. Qui dit licence dit rapport après. Donc, on va y mettre un rapport. Il y a aussi une vérification. La vérification de tous les billets vendus ainsi que tous les billets non vendus. Donc, il faut toujours comptabiliser ça avant le tirage. Ça a été fait sous la supervision d'un membre du conseil d'administration. C'était une première vérification. La deuxième vérification, billet par billet, plié sur le même sens. Hein? C'est toutes des petites affaires Oui, techniques qui est bien important. Ben oui, c'est sûr. Donc, C'est on a sûr, eu oui. une personne représentant la population, on a eu 2 employés de chez Nicole Auto et il y a eu des membres de la Fondation qui ont participé à ce pliage-là et mettre ça dans la grosse boîte pour le tirage. Le président de la Fondation, lui, est venu pour s'assurer, bien sûr, procéder au tirage, mais surtout pour s'assurer que toutes les étapes étaient bel et bien faites. Et par la suite, c'est M. Léandre Odette qui a plongé dans cette boîte pour aller faire tirer le billet gagnant. Et à la grande surprise de M. Fortin, qui était sa nièce, il n'en revenait tout simplement pas. C'était très agréable. Il y avait peu de gens, par contre, qui étaient une quinzaine de personnes, se sont Oui, déplacées. c'est ça, oui, Mais quand même, c'était une première. On est très content du résultat. 36 780. Oui, on peut acheter de l'équipement avec ça et c'est le but premier. Absolument. Encore là, on félicite tout le monde. Merci, bravo pour tous ceux qui nous ont encouragés dans ce geste à faire don du bien pour mieux soigner. C'est rare que je fais ça, mais parce que je ne veux pas faire de pub à personne, parce que je ne suis pas placé pour ça, mais c'est quand même une chose qu'il faut dire.
la Fondation Dr Jacques Paradis, on en parle beaucoup. Les gens la connaissent. Les gens savent que l'argent investi demeure dans la Fondation pour des achats locaux dans le domaine de la santé. Ça, c'est important de le dire aussi. Et j'aimerais souligner le geste du garage Nicole Auto, qui n'a pas vendu l'auto à la Fondation, a fait le don d'une auto. Absolument. C'est quand même, il faut, parce que c'est quand même une auto de 20 000 $ et plus. Et puis, il faut le dire. Alors, moi, je le remercie au nom de la Fondation, et vous allez le faire aussi, et vous l'avez fait, M. Léandre Audette et le garage Nicole Auto, pour avoir donné cette automobile. Ce généreux don, oui. Oui, c'est important de le dire. Le gars-là, bon, OK. Là, c'est pour de suite, là, c'est fini pour de suite, mais il y a d'autres choses qui vont s'en venir, ça c'est sûr et certain. Pour la Fondation Dr Jacques Paradis. On va parler du gala XLR. Je vous laisse aller un peu parce que le temps passe très vite. Il reste à peine 2 petites minutes. Donc, le gala XLR, encore une fois, s'il n'y avait pas la population, on ne pourrait pas être candidat, de faire notre mise en candidature pour certaines catégories. On veut savoir on fait quoi avec les dons, on fait quoi avec l'argent. Donc, tout ça, c'est grâce à eux, les investissements. On prend les dons, on achète des équipements, on donne en service, on améliore la qualité des soins et des services. Donc, tout ça fait en sorte que dans une communauté, une population, ça évolue. On évolue dans la technologie aussi, mais notre population aussi continue d'évoluer dans ce sens et c'est grâce à elle que lorsqu'il y a des événements comme celle-ci, d'envergure assez grand, alors c'est grâce à encore eux. Tu sais, on parlait de la population, mais la Fondation ne serait pas là s'il n'y avait pas de population. C'est sûr. Absolument. Et centre hospitalier, c'est la même chose. Donc, on remercie encore généreusement tous nos donateurs. Et est-ce que j'ai du temps pour apporter j'ai toujours un petit quelque chose de nouveau. Il vous reste 2 minutes. Je vous surprends à chaque fois. Oh oui, regardez comment c'est que je suis surpris, c'est épouvantable. Je suis pas surpris, je suis habitué. Il vous reste 2 minutes, Madame Claude. Je vous dis, hier, j'ai fait une petite tournée dans différents départements au centre hospitalier pour aller voir les équipements. Les équipements qu'on a achetés, qu'est-ce qu'on fait avec, comment ça fonctionne et ça. Écoutez, pour vous expliquer comment je me suis sentie, là, c'était comme un peu une enfant qui découvre un trésor dans une boîte. Ça a l'air un peu enfant, mais c'est comme ça. À la clinique externe, je remercie le personnel qui m'ont ouvert les portes. Dans le département de dermatologie, la table d'examen, elle nous l'a montré comment fonctionne et tout ça. C'est merveilleux. C'est une table qui se veut ergonomique, pas simplement pour le professionnel de la santé, mais aussi pour la clientèle. Les personnes qui sont en perte d'autonomie, cette table-là peut descendre très, 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 très bas pour justement les accueillir. La tête qui peut aussi se placer. Avant ça, c'était quoi qu'on avait à l'époque? Un oreiller. Donc, on avait un angle où il fallait... c'est pas très confortable. Et maintenant, là, les lumières, avant ça, c'était un peu fixe, pas trop amovible. Maintenant, c'est d'une flexibilité. Il emmène la lumière là où ils veulent. C'est un des équipements que la Fondation Dr Jacques Paradis a réussi. C'est des équipements parce qu'on n'a pas juste une table, on en a plusieurs. On a plusieurs lampes aussi. Je vous avais donné 2 minutes, le temps est écoulé, Madame Claude. Merci infiniment. Puis on remercie justement les gens aussi qui s'impliquent dans la Fondation Dr Jacques Paradis et également qui ont acheté au moins un billet pour le tirage de l'auto. Madame Claude, merci infiniment. On va sûrement se revoir parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Avec vous, il y a tout le temps des choses qui s'en viennent. Fait que, il y a des affaires qui s'en viennent pour 2012. On va sûrement se revoir en 2012. D'accord, c'est un rendez-vous. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de l'Infonet. Au revoir.